Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le Premier ministre a participé au sommet extraordinaire concernant Jérusalem à l'initiative du président turc Erdogan. Et la réunion des ministres de l'éducation s'est clôturée au Djibouti Palace Kempinski. Et Theresa May prend un vote de moins concernant le Brexit au Parlement. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a pris part au sommet extraordinaire des pays musulmans organisé par la Turquie suite à la déclaration unilatérale du président américain reconnaissant Al-Quds comme capitale d'Israël et autorisant le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, ont rejeté à l'unanimité la décision du président Trump et ont réaffirmé la souveraineté de l'État de la Palestine sur la totalité du territoire palestinien occupé en 1967. Les pays musulmans ont rappelé les diverses résolutions prises par le Conseil de sécurité sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967 et que toute décision sur le statut de Jérusalem n'a pas validé à l'issue des négociations entre les deux parties. Pour nous en parler, Ali Abdillahi, bonjour. Bonjour. Alors Ali, qu'est-ce qui ressort de ce sommet, Ali? Et bonjour Ahmad. Les leaders musulmans ont appelé le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien en réponse à la décision américaine de considérer la ville sainte comme capitale d'Israël. Nous proclamons Jérusalem-Est capitale de l'État de Palestine et appelons les autres pays à reconnaître l'État de Palestine et Jérusalem comme sa capitale occupée. Dans leur communiqué final publié à l'issue de ce sommet, les leaders du monde musulman ont estimé que la décision du président américain Donald Trump nourrissait l'extrémisme et le terrorisme. Le président en exercice de l'OCI, l'organisation islamique, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a accusé Trump d'avoir une mentalité sioniste lors de son discours de clôture du sommet. Le destin de Jérusalem ne peut être laissé aux mains d'un pays qui s'abreuve du sang, élargit ses frontières en tuant sauvagement des enfants, des civils et des femmes, a ajouté le président turc. Erdogan a qualifié Israël d'État terroriste. Quant au leader palestinien Mahmoud Abbas, il a pour sa part averti dans son discours d'une rare véhémence à l'encontre d'Israël et de l'administration américaine qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité sans que la partie arabe de la ville sainte ne soit reconnue comme capitale palestinienne. Mais en dépit de la fermeté oratoire des participants, aucune mesure concrète n'a été annoncée, telle la fermeture d'ambassades ou la coupure des relations diplomatiques. Les leaders musulmans se sont contentés, Ahmad, d'appeler le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et Ali, le Premier ministre s'est également prononcé lors de ce sommet. Nous allons écouter un extrait de son discours. Le sommet extraordinaire convoqué par l'organisation de la conférence islamique et par le président Erdogan, qui est le président en exercice de l'OCI. Les résolutions qui ont été adoptées sont notamment la non-reconnaissance de Quds Sharif comme capitale d'Israël. Tous les participants ont rejeté cette résolution de la reconnaissance par Trump, et on dit que Trump désormais ne peut plus faire partie, ni les États-Unis d'Amérique, de la solution palestinienne. En tout cas, il y a eu une réaffirmation de tous les participants à la solidarité avec la Palestine et gardée comme la capitale de la Palestine, Al-Quds Sharif. Et dans ces conditions, tous les pays membres des États islamiques doivent aller dans ce sens-là pour essayer de contribuer à aider le peuple de Jérusalem à résister au sionisme.
Et en marge du sommet, le Premier ministre Abdulkader Kamil a rencontré le vice-président du Parti turc de la justice et du développement, l'AKP, Mehdi Al-Khair. Ce dernier a remercié la République de Djibouti pour sa participation à ce sommet. Le Premier ministre s'est par ailleurs déclaré ravi de l'accueil chaleureux réservé à la délégation djiboutienne et a remercié pour cela les autorités turques. Les deux hommes ont en outre évoqué au cours de leur entretien les relations bilatérales et plaidé pour leur renforcement. Le vice-président du parti de l'AKP, Mehdi Al-Khair, a indiqué que Djibouti est un vrai pays ami de la Turquie. Il a réaffirmé que les importants projets que la Turquie a pris en charge, donc leur financement et leur réalisation seront concrétisés. La Turquie se soucie du développement de Djibouti et du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Également dans l'actualité, nous allons tout de suite passer à la salle de commission de l'Assemblée nationale qui a abrité ce matin la troisième journée d'un atelier d'information des parlementaires sur les objectifs du développement durable ou l'ODD. De nombreux parlementaires donc ont pris part à cet atelier qu'ont dirigé le député Hassan Omar et le secrétaire général du Parlement Ismail Goulal. Cet atelier donc d'information a été co-organisé par le Parlement et le PNUD et animé par deux experts. Et l'atelier, donc, comme je disais, a été donc animé par les députés Hassan Omar et le secrétaire général du Parlement, Ismail Goulal. Cet atelier d'information a été co-organisé par le Parlement et le PNUD et animé donc par deux experts internationaux que le président de l'Assemblée a reçus hier, britanniques et burkinabés. Dans le reste de l'actualité, la conférence ministérielle régionale sur l'éducation des réfugiés s'est clôturée aujourd'hui à l'hôtel Kempinski. Cette conférence donc qui a regroupé durant 3 jours les délégations ministérielles ainsi que les experts et techniciens de terrain ainsi que les organisations et bailleurs de fonds internationaux tels que l'Union européenne, l'UNICEF, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations avait pour objectif donc principal non seulement d'harmoniser les processus de certification en matière d'éducation des enfants des réfugiés dans le pays de l'IGAD, mais également d'adopter la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants et réfugiés dans cette même région de l'IGAD. C'est cet après-midi donc que suite aux intenses travaux au niveau des experts pour mettre au point les déclarations de Djibouti que les ministres de l'éducation de l'IGAD devront donc adopter en session plénière. De ces 2 journées, c'est l'élaboration collégiale qui a été adoptée par l'ensemble des participants de la déclaration que va vous soumettre Excellence pour votre approbation, la déclaration de Djibouti. Cette déclaration donc a traité de tous les points essentiels que nous avons prévu de discuter ici ensemble et hier, ensemble, nous avons donc produit un document que j'estime de qualité grâce à l'investissement et aux compétences de tous les participants, aussi bien les représentants des pays membres de l'IGAD, mais également nos partenaires techniques et financiers qui n'ont pas ménagé aussi leurs efforts pour apporter une contribution de taille. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, donc Moustapha Mohamed Mahmoud, a pris la parole et a rappelé donc que ce n'était pas une coïncidence si cette conférence avait lieu à Djibouti, car c'était ici donc que les décisions étaient prises d'inclure les enfants réfugiés dans le système éducatif national. On l'écoute. Et vous voyez que quelque chose qui était juste une idée, une intention, une bonne intention, le fait que tout le monde commencer à se converger, commencer à chacun mettre, si vous voulez, sa part, a fait que, bien sûr, aujourd'hui, nous avons cette conférence, nous avons, si vous voulez, cette déclaration que nous allons adopter aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai dit bravo et félicitations à tous les participants, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, bien sûr, à la réussite de cette conférence. Et sincèrement, personnellement, je suis très touché de cette conférence, puisqu'il s'agit, nous abordons
une question qui est quand même très importante, puisqu'il s'agit bien sûr de l'éducation des enfants réfugiés, des enfants qui ont fui, ce n'est nullement de leur faute, avec leurs parents, parce que dans leur pays d'origine, il y a des difficultés, il y a des problèmes, donc déjà ils sont dans une situation d'urgence, ils sont dans une situation très délicate, ils arrivent dans un pays hôte, que ce soit à Djibouti ou que ce soit dans d'autres pays, et il est tout à fait normal, que nous ayons cette humanité qui est bien sûr de vraiment permettre à ces enfants, pendant qu'ils seront ici à Djibouti, de leur donner ce qui est le premier droit, qui est bien sûr le droit à l'éducation. Et à la tête de la plus haute autorité de ce pays s'est engagée à bien sûr donner à ces enfants réfugiés présents sur le sol une éducation de qualité. Et nous, en tant que ministère qui est en charge de la mise en œuvre de la politique éducative de Djibouti, nous sommes dans l'obligation de dispenser à ces enfants une éducation de qualité. Et par la suite, donc, lors d'une interview qu'il nous a accordée, le représentant donc de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, s'est exprimé et a remercié Djibouti d'accueillir une pareille conférence. On l'écoute. Nous avons donné notre appui financier à cette conférence avec d'autres partenaires, mais aussi nous sommes bien sûr participés à la préparation de la conférence, ce but. Ce qu'on attend de la conférence, mes collègues ont travaillé activement sur la préparation de la déclaration de Djibouti et de plan d'action. Mais ce qu'il faut dire avant tout, qu'on est tous reconnaissants au gouvernement de Djibouti, au peuple djiboutien, d'avoir accueilli cette conférence. Et ce n'est pas par hasard qu'elle se tient ici à Djibouti, parce que Djibouti était le premier pays membre de l'IGAD qui a pris la décision d'inclure les enfants de réfugiés dans le système national d'éducation. Alors c'est très important. Mais c'est aussi important que c'est la suite, c'est la première conférence thématique qui se tient dans la suite de la conférence de Nairobi, sommet de Nairobi sur les réfugiés somaliens qui s'est tenu au mois de mars. Qui a élaboré un plan d'action de Nairobi. Et voilà, cette conférence, c'est la première conférence thématique. Ça a été déjà mentionné aujourd'hui que c'est la première conférence thématique sur la thématique sur les réfugiés globalement dans le monde entier. Alors c'est très important. Ça se tient au sujet de l'éducation. L'éducation, bien sûr, c'est quelque chose qui est le plus important, parce que ça touche pas uniquement les conditions des réfugiés, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, les soins médicaux, mais ça touche l'avenir. Ça touche l'avenir, comment leurs enfants peuvent être adaptés à une vie différente d'une vie d'un réfugié. Ce que je voudrais mentionner aussi est que le 12 décembre, le comité opérationnel du Fonds fiduciaire de l'Union européenne a approuvé un projet pour Djibouti pour assister, accompagner le gouvernement, la République de Djibouti dans les questions liées aux réfugiés et migrants. Et ce projet de 15 millions d'euros vient d'être approuvé et va être mis en œuvre dans les années à venir. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Diama El-Maouki, et la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mona Ousmane Aden, ont rencontré donc mardi dernier les représentants du Haut Commissariat aux réfugiés à Djibouti, Abdoulaye Bari, et la représentante de la Banque mondiale, Atou Seck, pour discuter des voies et moyens de consolider les acquis et améliorer la prise en charge sanitaire des réfugiés répertoriés en République de Djibouti. À noter que l'envoyé spécial pour les réfugiés somaliens, Mohamed Abdi Afey, a également participé à cette réunion qui s'est tenue au cabinet du ministre de la Santé en présence des cadres du département de la Santé. Cette réunion s'inscrit
s'inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques que le ministère de la Santé souhaite poursuivre et étendre avec les organismes en charge de la question des réfugiés dans l'optique de rehausser la qualité des prestations de soins de santé prioritaires au profit de ces personnes déplacées. Et ces échanges ont permis de jeter les bases solides d'une collaboration étroite entre le département de la santé, le HCR, afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires essentiels des réfugiés qui sont présents notamment dans les camps de Ali Adé et de Markazi à Obok. Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, s'est dit satisfait des nouvelles perspectives de collaboration avec le HCR qui vont impacter positivement sur le bien-être et la santé des réfugiés à Djibouti. Le ministre de la Santé a par ailleurs rappelé que cette démarche innovante de partenariat productive pour les besoins de santé des réfugiés s'inspire directement de la vision humaniste et volontariste du président de la République. Enfin, les deux parties ont également discuté des préparatifs de l'arrivée prochaine du haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, qui est prévu donc pour jeudi en République de Djibouti et qui visitera durant son séjour les camps des réfugiés de Ali Adé et de Markazi. Le ministère de la Femme et de la Famille, sous la houlette de la ministre Moumine Ahmed Hassan, a poursuivi sa tournée de proximité et d'écoute des femmes rurales dans la région d'Ali-Sabié. Après Goubeto et Beyadé, hier, donc, la ministre de la Femme s'est rendue successivement dans la localité rurale de Daasbio et Faradil. Sur place, à Faradil, la ministre de la Femme et ses accompagnateurs donc, ont été accueillis chaleureusement par le premier adjoint du préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, président du conseil régional et de nombreuses femmes de cette localité. La ministre de la Femme et de la Famille s'est longuement entretenue avec les nombreux hommes et femmes du village dans un local préparé à cet effet. En premier lieu, la visiteuse donc, de Marc a remercié les villageois pour leur accueil fraternel avant de passer les salutations du chef de l'État et de la première dame, ses interlocuteurs. Après Faradil, la ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la localité de Daasbio. Arrivée sur les lieux, la ministre a été accueillie chaleureusement par les habitants donc, de la localité de Daasbio. Le but de cette tournée consistait, donc, suite aux doléances émises par les populations rurales et axées sur l'amélioration de leurs conditions de vie, de discuter de vive voix avec les populations locales pour s'enquérir de leurs besoins et attentes et par conséquent apporter les réponses appropriées. Ainsi, la ministre a eu donc en des tête-à-tête avec des discussions franches, empruntées de fraternité avec les populations rurales et notamment avec les femmes qui n'ont pas manqué d'exposer à la ministre des difficultés auxquelles elles font face. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu de M. Abdelazar Daoud Ahmed hier soir à l'hôpital général Pelletier. Abdelazar Daoud Ahmed était né en 1956. C'était un haut cadre estimé de l'administration et de l'État où il a occupé plusieurs fonctions. Il fut ainsi directeur des mines et de la sécurité routière, puis préfet d'Obok et préfet de Tadjoura et dernièrement, avant son décès, il était conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Le défunt Abdelazar Daoud Ahmed laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Et en apprenant ces douloureuses disparitions, donc le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, l'ancien premier ministre Adileta Mohamed Dileita, l'ambassadeur de Djibouti à Berlin, Aden Dileita Mohamed, et le préfet l'actuel préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Ils prient tous donc le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles continentales et internationales avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. En Côte d'Ivoire, Fardous, donc les professeurs de l'université de Cocody, un quartier de la capitale Abidjan, se sont mis en grève, Fardous. Effectivement, donc Ahmed, c'est un mouvement de grève illimité de cette université à Abidjan. Depuis mardi, les professeurs qui réclament le paiement effectif des heures supplémentaires ont décidé de prolonger cet arrêt de travail. Selon le syndicat des professeurs et celui des étudiants, le mot d'ordre et grève a été très suivi mardi. En tout, les professeurs réclament plus d'1 million d'euros pour des heures complémentaires effectuées entre 2015 et 2016. Selon le syndicat des enseignants, le déboursement était prévu pour juin dernier. Le ministère de la Communication assure que le problème sera résolu, même son de cloche du côté de la présidence de l'université qui assure l'ordre d'ici peu, précisant que la question des heures supplémentaires était effectivement du ressort de l'université. Leur paiement était subordonné au virement des sommes nécessaires par le Trésor public. Depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire fait face à une grogne sociale des fonctionnaires de tous les secteurs. Une trêve de 5 ans a été signée en août dernier avec le gouvernement qui n'a donc pas réussi à calmer ce mouvement d'humeur. Et en Grande-Bretagne, Fardous, Theresa May a perdu un vote crucial du Parlement qui veut dire donc son mot sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la zone euro. Effectivement, Ahmed, la première ministre britannique Theresa May a perdu à 4 voix près mercredi un vote crucial sur le Brexit au Parlement en raison de la rébellion d'une partie de son camp conservateur exposant sa faiblesse à la veille d'un sommet européen. Malgré les efforts déployés tout au long de la journée par le gouvernement pour s'y opposer, l'amendement a été adopté par 309 voix contre 305 à l'issue d'un débat de plusieurs heures dans le cadre de l'examen du projet de loi gouvernementale sur la sortie de l'UE. Madame May dispose d'une courte majorité de 13 voix à la Chambre des communes. Cet amendement, soumis par un député de la majorité conservatrice, l'ancien procureur général, prévoit que tout accord final conclu avec Bruxelles sera ratifié par un vote contraignant du Parlement de Westminster.
Merci Ferdouz pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.